Depuis des années, des centaines de milliers d'expéditions tentent de révéler tous les mystères qui existent sur Terre. Cependant, il semble que plus nous enquêtons, plus de questions et de choses étranges surgissent. Rejoignez-nous pour explorer les découvertes archéologiques les plus récentes et les plus controversées. Numéro 1. La Dame de l'église de Barfussé. En octobre 1975, une équipe d'ouvriers a découvert une chambre funéraire au mur de briques à l'intérieur de l'église Barfussé à Bâle, en Suisse, lors d'un projet de rénovation. À l'intérieur de la tombe, ils ont trouvé une paire de cercueils bien conservés et, à l'intérieur, 2 ensembles de restes humains. L'un des ensembles n'était rien d'autre qu'un squelette, mais l'autre était le cadavre momifié d'une femme, qui sera plus tard connue sous le nom de la Dame de l'église de Barfussé. Des recherches ultérieures l'ont identifiée comme étant Anna Katharina Bischoff, née à Strasbourg, en France, en mars 1719 et décédée à Bâle en août 1787. Elle doit probablement le lieu de son enterrement, qui serait normalement réservé aux personnes de haut statut social, au fait qu'elle était l'épouse du pasteur Lucas Gernley, qui a servi l'Église pendant de nombreuses années. En 2015, une autre série de tests scientifiques a révélé quelque chose de bien plus surprenant. Anna est une parente très éloignée de Boris Johnson, l'ancien Premier ministre discrédité du Royaume-Uni. On se demande ce que l'épouse de ce ministre penserait de Boris Johnson si elle avait été vivante pour le voir. Numéro 2. Ancien compteur kilométrique. Le compteur kilométrique de votre voiture enregistre la distance que vous parcourez lorsque vous conduisez. De manière plus générale, un odomètre peut être utilisé pour déterminer la distance d'un endroit à un autre. Lorsqu'il a été inventé, il a révolutionné la cartographie et la planification d'itinéraires dans le monde antique. Nous devons à Vitruve de la Rome antique d'avoir inventé l'odomètre, une tâche qu'il a accomplie il y a un peu plus de 2000 ans. Son premier compteur kilométrique ressemblait un peu à une brouette avec une roue agrandie pleine de cailloux. Chaque fois que la roue tournait, un caillou tombait dans un petit seau situé sous l'appareil. Étant donné que Vitruve mesurait le diamètre précis de la roue avant de la monter sur l'appareil, il savait exactement quelle distance était parcourue à chaque rotation. Il pouvait donc déterminer la distance entre 2 points en comptant le nombre de cailloux que le compteur kilométrique déposait dans le seau. Après avoir inventé cette ingénieuse invention, la planification des voyages dans l'Empire romain n'impliquait plus autant de conjectures et les cartes devenaient beaucoup plus précises. Les odomètres d'aujourd'hui n'utilisent plus de galets, mais ils fonctionnent toujours selon le même principe qu'il y a 2000 ans. Numéro 3. Ruine d'une bibliothèque romaine. Cologne est l'une des plus anciennes villes d'Allemagne, avec une histoire remontant au milieu du 1er siècle. Cela en fait le meilleur endroit du pays pour rechercher des ruines romaines antiques, comme cette incroyable bibliothèque romaine antique. La bibliothèque a été cachée sous les rues du centre animé de Cologne pendant des siècles et a finalement été retrouvée après la démolition d'une église protestante en 2017. Les archéologues ont été invités à venir examiner le site après la démolition, mais ce n'est qu'en 2019 que les premiers signes de l'ancienne église ont été retrouvés. Même si vous ou moi aurions du mal à identifier ces murs en ruine comme appartenant à une bibliothèque, l'indice clé pour les archéologues est la présence de petits trous dans les murs, dans lesquels les rouleaux seraient placés pour être stockés. Les experts estiment que la bibliothèque aurait pu contenir jusqu'à 20 000 parchemins, ce qui en aurait facilement fait la plus grande bibliothèque d'Allemagne dans l'Antiquité. En fait, il s'agit peut-être même de la plus ancienne bibliothèque d'Allemagne. Numéro 4. L'or perdu des Incas. L'histoire de l'or perdu des Incas remonte au XVIe siècle, lorsque le conquistador espagnol Francisco Pizarro exigea une rançon d'or du roi Inca Atahualpa. Les Incas commencèrent à collecter la rançon, mais Pizarro exécuta le roi avec impatience. La rançon aurait été cachée quelque part dans une grotte secrète, et sa découverte a été rapportée à plusieurs reprises au fil des ans. L'un des premiers rapports remonte à environ 50 ans plus tard, lorsqu'un Espagnol nommé Valverde affirmait avoir obtenu de l'argent en affirmant que la famille de son épouse Inca lui avait montré l'emplacement du trésor. Cependant, les instructions pour le trouver, ainsi que le guide et la carte, ont disparu.
Ce n'est qu'en 1886 qu'un chasseur de trésors nommé Bart Blake prétend avoir trouvé le trésor. Il a décrit des figures humaines, des oiseaux et des animaux en or grandeur nature, des bijoux et des vases en or remplis d'émeraudes, ainsi que des œuvres d'orfèvrerie incroyablement belles. Blake a pris ce qu'il pouvait emporter et est parti avec l'intention de revenir, mais a disparu sur le chemin du retour à New York. Toutes les tentatives pour le localiser et retrouver l'or perdu ont jusqu'à présent échoué. Le sort de Blake et la possibilité que quelqu'un d'autre retrouve leur Inca perdu reste un mystère. Numéro 5. Secret du château d'Ayanis. Les archéologues fouillent le site du château d'Ayanis en Turquie depuis plus de 30 ans. Durant cette période, ils ont rarement trouvé quelque chose de plus significatif ou unique que la plaque murale ornementale en bronze trouvée en septembre 2022. Le château est un point chaud pour les chasseurs de trésors car il a été construit pour le roi Urartien Rusa II, qui gouvernait ces territoires depuis la entre 680 et 693 avant JC. La plaque de bronze a probablement été choisie personnellement par le roi ou un membre de la famille royale et aurait été accrochée sur un mur comme décoration. Des fragments de plaques similaires ont été trouvés ailleurs dans et autour des ruines du château, mais c'est le seul qui a émergé du sol en un seul morceau. La découverte de la plaque de bronze a eu lieu lorsque les archéologues ont identifié et mis au jour 4 nouvelles pièces communicantes, enterrées dans la colline où se trouvait autrefois le château. Il y a encore beaucoup de travail à faire à l'intérieur de ces salles. Les experts disent qu'il y a tellement de choses à fouiller au château d'Ayanis qu'il y aura encore des archéologues là-bas pendant encore 30 ans. Numéro 6. Mystère des pierres bleues de Stonehenge. On sait beaucoup de choses sur Stonehenge, le célèbre cercle de pierres anglais, mais il reste un lieu rempli de grands mystères. L'un d'eux concerne un peu plus de 40 des plus petites pierres du site, connues sous le nom de pierres bleues. Ils ne viennent de nulle part dans les environs, au lieu de cela, ils ont été extraits des collines de Presely dans le Pembrokeshire, au pays de Galles. Cela se trouve à près de 300 km et soulève la question de savoir comment quelqu'un a pu les transporter si loin il y a 5000 ans. En 2019, une nouvelle étude a permis d'identifier l'emplacement précis dans les collines où les pierres ont été prélevées. Les chercheurs ont déterminé que les roches ont été extraites à l'aide de coins pour ouvrir des points verticaux entre chaque pilier rocheux naturel. Sur les sites, des plateformes artificielles en pierre et en bois ont été trouvées dans la vallée sous le site de Carn Godo dans les collines de Presely, vraisemblablement fabriquées et utilisées par les architectes de Stonehenge. Cela pourrait en fin de compte expliquer d'où venaient les pierres et comment elles ont été délogées des collines indigènes, mais cela n'explique pas pourquoi ni comment elles ont été transportées sur une distance aussi énorme. Numéro 7. Gravure préhistorique. Le Sahara est le désert le plus célèbre au monde et est devenu synonyme de chaleur extrême. En février 2021, des sculptures préhistoriques de crocodiles et de girafes ont été découvertes dans les régions du nord du Sahara, prouvant que les gens vivaient ici, tout comme les animaux qu'ils avaient sculptés dans les rochers. Cela rappelle que cette partie du désert était autrefois verte et a connu de multiples périodes de verdissement au cours de sa longue histoire. Il y a même une peinture de l'âge de pierre dans une grotte montrant des gens nageant, suggérant la présence de rivières et de lacs ici. Les scientifiques travaillent sur une théorie selon laquelle le Sahara connaît des périodes fertiles qui durent 5000 ans, puis des périodes chaudes et sèches qui durent tout aussi longtemps. La dernière période fertile aurait pu être cruciale dans le mouvement migratoire des premiers humains à travers l'Afrique du Nord. Dans le futur, nos descendants auront peut-être du mal à imaginer un Sahara luxuriant et vert comparé au désert aride et sec que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 8. Le zin carré des 4 boucs. Le zin carré aux 4 chèvres peut ressembler à un groupe de mots aléatoires, mais il s'agit en fait d'un récipient rituel chinois en bronze. Plus précisément, il s'agit d'un verre zin, qui est un verre à vin rituel. Les historiens chinois pensent que l'artefact a plus de 3000 ans, ce qui en fait une relique de la fin de la dynastie Shang. Comme le nom de l'artefact l'indique fortement, le vase est entouré de 4 chèvres aux cornes enroulées, ce qui le rend totalement unique dans les archives archéologiques. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver exposé au Musée national de Chine, mais il a été découvert pour la première fois dans la ville de Huanqin, province du Henan, en avril 1938,
par deux frères qui cherchaient des patates douces sur le flanc d'une montagne. Il s'agit du plus grand zinc carré de son époque jamais découvert et présente également un relief représentant 4 dragons entrelacés accompagnant leurs 4 chèvres. Le four Gotskwarza a en fait disparu après avoir été caché pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a finalement été déplacé en 1952. Il a été envoyé au Musée national d'histoire chinoise 7 ans plus tard, mais a été transféré au Musée national de Chine plus tard la même année. Numéro 9. Porte byzantine cachée. Le château de Mytilène, sur l'île grecque de Lesbos, n'est pas une nouvelle découverte archéologique, il existe depuis le VIe siècle. Ce qui est nouveau en revanche, c'est la découverte d'une grande porte byzantine cachée à l'intérieur du château et qui est passée inaperçue jusqu'en mars 2021. Il s'agissait d'une porte extrêmement grandiose pour le VIe siècle, elle mesure 3 mètres de haut, 2 mètres de large et 2 mètres supplémentaires. Profond. Il y avait autrefois une porte en bois encastrée dans le cadre en marbre, mais elle a pourri depuis longtemps. Cependant, les gravures ornementales qui l'entourent, notamment des motifs de rubans et des vagues convexes, sont toujours visibles. Le château a été considérablement développé et agrandi pendant plusieurs siècles jusqu'au XVe siècle, mais la porte est considérée comme une relique de l'une de ses premières phases de construction. Il pourrait même être relié à l'ancienne colonie résidentielle de Melidonie, dont on sait qu'elle existait à l'intérieur des murs du château, mais qui a disparu sans laisser de traces. Peut-être se trouvait-il juste derrière cette porte, qui est ensevelie sous les briques et les cendres depuis que quelqu'un y a construit des bains publics au XVe siècle. Numéro 10. La tapisserie sans pull. Vous avez peut-être entendu parler de la tapisserie de Bayeux, mais vous connaissez probablement moins la tapisserie de Sampulle. Il s'agit d'une ancienne tapisserie en laine qui a été découverte dans l'ancienne colonie du bassin du Tarim à Sampulle, comté de Lop, Xinjiang, Chine, en 1984. Lorsqu'il a été découvert, il avait été transformé en pantalon pour homme, mais il n'était pas initialement conçu de cette façon, et les historiens trouvent très étrange qu'il ait été coupé de cette manière dans un but aussi fondamental. La tapisserie est fascinante en raison des nombreux éléments de l'époque hellénistique qu'elle présente, notamment un diadème et un centaure grec, indiquant que la pièce pourrait provenir à l'origine du royaume gréco-bactrien. Cependant, la figure humaine sur la tapisserie pourrait être une représentation d'un soldat usi du 1er siècle, auquel cas elle contiendrait à la fois des éléments grecs anciens et chinois anciens, ce qui en ferait un artefact très difficile à comprendre. L'identification du personnage comme étant chinois est controversée, car il a les yeux bleus et des traits caucasiens, seul son style vestimentaire semble non européen. Les dates suggérées pour la tapisserie vont du 3e siècle avant JC au 4e siècle après JC. Numéro 11. Mystérieuse écharpe maçonnique. En 1863, une goélette de 16 mètres de long nommée de Rhin fut construite à Mangawe, en Nouvelle-Zélande. À peine 2 ans plus tard, il s'est écrasé sur les côtes de son pays d'origine lors d'une violente tempête. Il y est resté jusqu'à ce que l'épave remarquablement bien conservée soit exposée par les sables mouvants sur la plage en mai 2018. L'épave massive est la plus ancienne de Nouvelle-Zélande et s'est avérée être une riche source de découvertes pour les archéologues. L'un des artefacts les plus énigmatiques récemment découverts à l'intérieur est ce mouchoir, retrouvé dans les entrailles du navire fin 2020. Il a depuis été restauré, et les archéologues et les historiens ont pu identifier plusieurs symboles maçonniques à sa surface. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que son propriétaire était maçon. Les symboles sont mélangés à des symboles chrétiens et juifs. Le mouchoir était probablement imprimé à l'aide de plaques d'acier gravées, du type de celles qui seraient utilisées pour fabriquer des billets de banque, ce qui indique une origine britannique probable du mouchoir en soi. Cela signifie que le mouchoir, et peut-être son propriétaire, se trouvait également très loin de chez eux lorsque le navire a coulé. Numéro 12. Le trésor de Penrith. Le Penrith-Oar est ainsi nommé parce qu'il a été trouvé dispersé dans plusieurs champs de Penrith, Cumbria, Angleterre, pendant plus de 200 ans.
Le temps écoulé entre la découverte du premier artefact du trésor et la découverte du plus récent en fait l'une des découvertes de trésors les plus insolites de l'histoire britannique. Le trésor comprend un ensemble de broches penannulaires en argent fabriquées au Xe siècle. Le premier objet, une grande broche en forme de chardon, a été découvert en 1785. Une deuxième broche, presque identique à la première, a été trouvée à proximité en 1830. La plupart des objets du trésor ont été découverts par deux équipes d'archéologues travaillant à proximité les unes des autres avec des détecteurs de métaux en 1989. Les historiens pensent que les grandes broches ont été initialement déposées délibérément les unes à côté des autres dans les années 1930, mais ils sont moins sûrs si le reste des objets a été délibérément abandonné ou enterré en même temps. Les pièces sont d'un style qui a été popularisé pour la première fois à l'époque romano-britannique, mais ce style a été adopté par les Vikings, et ces broches sont, en fait, presque certainement d'origine viking. Numéro 13. Figurines antiques en feuilles d'or. Les archéologues suédois sont toujours déconcertés par une récente découverte faite sur le site d'Aska. Dans les vestiges de ce qui semble être une grande salle montée sur une plateforme, ils ont trouvé 22 carrés de feuilles d'or qui, une fois soigneusement ouverts et examinés, montrent des figures humanoïdes s'embrassant. Il pourrait s'agir de représentations de personnes dansant. Bien qu'ils puissent confirmer que les créations ornées ont environ 1300 ans, ils n'ont aucune idée de qui les a réalisées ni pourquoi. Des fragments d'un nombre encore plus grand d'entre eux ont été trouvés, il pourrait donc y en avoir plus de 30 lorsqu'ils auront fini de les reconstruire. Des figures à la feuille d'or comme celle-ci ont été trouvées ailleurs en Suède, mais il n'y a aucune mention ni description d'elles dans les documents écrits de l'époque. On les retrouve toujours en groupe, ce qui suggère qu'ils ont été emmenés au même endroit et laissés là. Cela pourrait indiquer qu'il s'agissait d'offrandes, mais il pourrait également s'agir de décorations pour des poteaux dans de grandes salles de banquet. Il s'agit sans aucun doute d'une forme d'art ancienne, même si c'est une forme d'art dont nous ne savons rien. Numéro 14. Tombe des reliefs. En nous déplaçant en Italie, nous trouvons les tombes des reliefs de Serre. Il s'agit d'un tombeau de l'époque étrusque créé il y a 2400 ans, mais découvert en 1847. Le tombeau est unique car presque toutes les tombes de la période étrusque découvertes à ce jour sont couvertes de fresques. Celui-ci est cependant décoré de reliefs en stuc. Notre compréhension de la langue écrite étrusque est imparfaite, mais il a été possible de traduire suffisamment d'inscriptions à l'intérieur de la tombe pour l'identifier comme la tombe familiale privée de la famille Matuna, et les reliefs sont des reconstitutions des propriétés familiales, y compris leurs outils. Ustensiles, chaises et armes. C'est un concept similaire aux tombeaux égyptiens, avec la conviction que les objets recréés aideraient la famille dans l'au-delà. En fait, un grand nombre d'objets similaires ont été trouvés dans les tombes égyptiennes, mais les Égyptiens avaient tendance à créer des objets miniatures. Le tombeau-relief est unique dans la mesure où il a choisi de graver des représentations grandeur nature de chaque objet sur les murs. Numéro 15. Le diable sur une tablette. En 2020, une ancienne tablette d'argile vieille de 2700 ans trouvée il y a plusieurs décennies dans un ancien sanctuaire assyrien a été traduite. Cette tablette représente un démon appelé Zu et contient des descriptions d'un ancien rituel d'exorcisme. Il offre un aperçu rare de la démonologie mésopotamienne et de la médecine populaire de cette époque. À l'origine, la tablette a été trouvée dans une grotte sacrée du nord de l'Irak, qui faisait partie d'un temple dédié aux dieux Ea, Asher et Marduk. Lors de fouilles dans les années 1950, les archéologues ont découvert cette tablette ainsi que d'autres objets anciens. Dans ce document, Zu est représenté comme un démon ailé avec des cornes, un corps humain, des pattes et une queue d'oiseau et une langue semblable à celle d'un serpent. Le texte explique que Zu était considéré comme un esprit maléfique capable de posséder les humains et de provoquer des problèmes tels que des convulsions et un comportement étrange. À cette époque, les peuples assyriens et babyloniens croyaient que ces afflictions étaient causées par des forces démoniaques plutôt que par des maladies physiques. L'inscription sur la tablette décrit un sort que les prêtres récitaient lors d'un rituel d'exorcisme pour expulser Zu, déclarant que, grâce au pouvoir des dieux Ea et Marduk,
l'esprit de Zu serait expulsé et laissé sans défense. Numéro 16. La boîte de Suna. La boîte Suna tire son nom du fait qu'elle a été trouvée à Suna, en Suède, en août 1911. Il s'agit d'une boîte en cuivre remarquable par une inscription runique gravée sur sa surface au début du XIe siècle. La boîte est la preuve matérielle d'un réseau commercial qui s'étendait sur la mer Baltique à cette époque. Cependant, les historiens sont davantage fascinés par l'estampe qui prend la forme d'un poème. Plus précisément, il s'agit d'un poème en vieux norrois, écrit dans un mètre spécifique qui était utilisé lorsque les poètes skaldes écrivaient des louanges pour leurs dirigeants. Dans le poème, un coucou poursuit un voleur puis le mange. C'est une image étrange, mais elle aurait pu avoir à l'époque une signification symbolique qui s'est ensuite perdue au fil du temps. La boîte appartenait probablement à un marchand, qui l'aurait utilisée comme balance pour pouvoir peser de l'or et de l'argent où qu'il se trouve. Une deuxième inscription ressemblant à un graffiti sur la boîte se traduit par « étoile colorée de Vermin », mais on ne sait pas si Vermin était le propriétaire initial de la boîte. Numéro 17. La pierre du Penol ou Penon de Guatapé. Il s'agit d'une imposante formation rocheuse d'Antioquia, en Colombie, qui s'élève à 200 mètres au-dessus du sol et atteint 2135 mètres d'altitude. Située à 80 km à l'est de Medellín, près du réservoir de Guatapé, ce rocher possède 702 marches encastrées dans une fissure qui zigzague jusqu'au sommet, où se trouve une tour de 3 étages avec des magasins et un point de vue. La pierre est vénérée depuis des siècles par les peuples indigènes Taami, qui la considéraient comme un monolithe sacré. En 1954, Luis Eduardo Vilga Lopez, Pedro Nel Ramirez et Ramon Diaz l'ont escaladé pour la première fois en utilisant des planches qu'ils ont clouées dans la fissure. Au sommet, ils découvrirent une plante aux propriétés curatives, ce qui conduisit à la commercialisation d'un sirop médicinal. Actuellement, la pierre est l'une des principales destinations touristiques de Colombie.